Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, comme tous les soirs, pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct sur nos réseaux sociaux. Et au programme, ce soir, nous commencerons avec une vieille dame, la MJC de Chambéry, qui a 70 ans et après de nombreuses difficultés, prend aujourd'hui un tout nouveau départ. Ils nous expliqueront tout dans quelques minutes. Puis comme chaque mois, nous recevrons Madame la Présidente du Club de la Presse des Pays de Savoie, Cécile Bouget de Francesco, qui sera avec nous pour analyser l'actualité. Enfin, nous évoquerons un projet peu commun. Il s'agit de racheter une ferme au pied du Mont Blanc pour maintenir et développer une activité agricole pérenne sur le territoire. Focus en fin d'émission sur ce projet. Mais d'abord, vous connaissez le principe, ça commence avec les titres. Et Victoria, bonsoir Vic. Et avec toi ce soir, on va parler de la Cité des métiers. Oui, on verra dans le journal un reportage de Sébastien Germain qui est allé à ce salon de la Cité des métiers de Genève. Il se tient jusqu'au 25 novembre prochain et près de 200 exposants présentent au public notamment les filières de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Gros rendez-vous à Palexpo. Et puis ensuite, on va une petite note un peu plus légère, un peu plus fun, un peu plus sport. Tout à fait, c'est Juliette Vincent-Seigné qui a testé pour nous le karting de Viry, près de Saint-Julien en Haute-Savoie. C'est le plus grand karting de France intérieur. Ah, hâte de voir ça, un reportage complet. Merci beaucoup Victoria, on se revoit tout à l'heure pour la revue de presse, pour le rappel des titres, etc. En fait, c'est une habitude, hein, c'est quand tu viens. Merci beaucoup Vic. Puis tout de suite, j'enchaîne et d'ailleurs, je reçois normalement en direct par la magie de Skype, monsieur Denis Auro. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur général de l'International Clean Tech Week. Alors bon, on le sait sur notre antenne, on a l'habitude de la traiter, la Clean Tech Week. C'est en juin, mais le véritable lancement, c'est ce soir, même dans quelques minutes, si je ne m'abuse. C'est dans quelques minutes. On a l'immense joie de recevoir la deuxième édition. Les décideurs, le monde économique, le monde politique, enfin bref, tous nos partenaires qui vont venir fêter ce soir avec nous le lancement de cette deuxième édition, vous l'avez rappelé, qui aura lieu en juin 22 juin, ici, dans les locaux du MIFA, juste à côté du formidable Imperial Palace. Alors, il y a beaucoup de nouveautés qui sont attendues cette année. Est-ce que d'ores et déjà, on sait aujourd'hui, à quelques minutes avant la découverte, comment ça va se passer, s'il y a vraiment des grandes innovations qui seront présentées cette année? Alors, déjà, ce qui est très satisfaisant pour nous, pour notre association qui est basée en Haute-Savoie, à Passy, ce qui est très satisfaisant, c'est que tous les curseurs que nous avions décidé de mettre sont les bons, c'est-à-dire accueil du public gratuit, accueil des innovateurs, accueil des startups, accueil des universités, des laboratoires et tout ça, conférences, pédagogie, essais, grandeur nature de nos innovations, tout ça c'est formidable, ça marche. Donc, faisant ce constat, eh bien, nous allons monter les curseurs les uns après les autres. Au lieu de recevoir 80 startups, on va en recevoir 150, 15 000 visiteurs, 30 pays. Bref, on va multiplier par 2 ou par 3 le numéro 0 qui était la première édition en 2018. Et c'est ça ce qui est formidable, c'est qu'on a une marge de progression extraordinaire, tant en termes de retombées médias qu'en termes d'accueil de startups, d'accueil d'innovateurs, d'accueil du public, etc., etc. Il faut absolument que cet événement devienne la référence européenne puis mondiale des clean tech, et on en a la possibilité de le faire ici à Annecy, en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Denis Auro d'avoir été avec nous, d'avoir pris quelques minutes juste avant le lancement de votre grande soirée inaugurale pour la International Clean Tech Week 2019. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois avec justement la venue à l'Impérial des plus grands innovateurs dans ce domaine-là. Merci à vous, à bientôt, Merci. bon courage. Puis juste le temps pour nous d'accueillir nos prochains invités avec la MJC de Chambéry. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Yannick Novario, président adjoint de la MJC de Chambéry. Oui, vice-président. Vice-président, excusez-moi. Et Thierry Leclerc. C'est moi. Enchanté, trésorier et administrateur. Si je ne dis pas de bêtises, aux dernières nouvelles. Administrateur, oui, puisque trésorier. Bon, alors par la force des choses, je ne suis pas si loin. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Et ce soir, on va parler justement de votre structure, la MJC de Chambéry. J'ai lu que c'était l'une des plus vieilles de France. Alors déjà, ça m'a scotché totalement. J'étais à des années-lumière d'imaginer que juste à côté de chez nous, il y avait l'une des plus vieilles MJC de France.
Pour autant, c'est vrai qu'il y a, quelques années à peine, pas mal de difficultés budgétaires, en 2014 notamment. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et où en êtes-vous aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Mais... Alors, on va peut-être parler d'abord du passé, puis comme ça pour revenir sur une note positive, parce que voilà, on est sur quand même une démarche très positive en ce moment. Alors vous allez nous en dire plus. Donc le passé, c'est en fait, les difficultés sont venues d'une mauvaise gestion d'un foyer logement qui était complémentaire à l'activité de la MJC, l'activité culturelle de la MJC. Et ce foyer logement, en fait, il y a eu des retards sur les travaux, enfin des plans mal ficelés, etc. Ce qui a plombé tout de suite les finances. Et du coup, on est parti dans des déficits abyssaux. Et en fait, c'était une demande après des administrateurs de passer sous tutelle. Oui, ça aide généralement. Redressement judiciaire, ça s'appelle. Mais l'idée était de dire, nous, on n'y arrive plus. On sait qu'on n'y arrive plus. Donc, on va se mettre sous tutelle de la justice qui va faire en sorte qu'on puisse s'en sortir. Et c'est le cas, puisqu'on est sorti du redressement. On a un plan de remboursement de la dette, quand même. Bien entendu. Voilà, mais ça a permis effectivement de sortir un peu de cette situation difficile. Alors surtout, la situation reste fragile, oui. Mais on est sur une pente ascendante quand même. Et sur ce que je précisais tout à l'heure, un dynamisme qui, espérons-le, va donner une plus grande vie encore à cette MJC qui a plus de 70 ans, on est à 74. 74 maintenant, alors mes chiffres datent un petit peu. Ça bouge, depuis 2014. Ah ouais, c'est ça. À cet âge-là, pour une dame, ça se précise même plus. Bon, on est d'accord, aujourd'hui c'est vraiment un tout nouveau départ, avec, j'ai vu, un doublement des activités qui est prévu. C'est vrai que concrètement, pour engranger toute cette création de culture, finalement, il faut quand même beaucoup de préparation. Comment ça s'est passé? C'est les associations qui vous ont contacté, vous qui avez fait des démarches? Comment on est arrivé finalement à amener autant d'événements? Non, c'est une démarche de la MJC, parce que la MJC, c'est elle qui organise l'ensemble des choses. On a quelques associations qui viennent parce qu'ils ont des animateurs qualifiés. Sur certaines activités, effectivement, on fait appel à ces associations pour leur qualification, mais c'est plus nous qui faisons appel dans ces activités à ces gens-là que les associations qui viennent nous chercher. Nous, après, derrière, on a une recherche et la plupart des activités nouvelles qui ont été créées, c'est avec des salariés MJC. Alors, question bête, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de créer de l'activité dans nos territoires? Alors, la difficulté, c'est de faire savoir qu'on a créé ces activités. C'est plus sur ça. Sur le souci de communication, du coup. Voilà, donc en plus, vous l'avez précisé juste avant et on a évoqué la chose, il y a eu quand même des difficultés. Le printemps dernier, on a pu recruter un directeur qui a redonné, puisque ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait plus de direction. C'était en fait le conseil d'administration qui avait une gouvernance directoire, comme on pourrait l'appeler. Et du coup, l'arrivée de ce directeur a redonné un dynamisme, aussi bien au niveau de la création d'activités qu'au niveau aussi des salariés qui sont mis dans une démarche positive et ils savent pourquoi ils viennent à la MJC aussi. Pour l'association, pour créer du lien, pour proposer des activités et comme vous l'avez dit, doublement des activités. Et à ce jour, on voit l'effet puisqu'on sait qu'on est actuellement à peu près entre 10 et 15% d'augmentation d'adhérents. C'est tout à fait positif. Ça, c'est plutôt bien. Effectivement, on aimerait plus, mais ça monte petit à petit. Donc, c'est ce qui nous fait dire que la pente est plutôt dans le bon sens aujourd'hui que ce qu'elle n'a pu être dans le passé. Et le faire savoir, c'est aussi pour ça qu'on est là aussi. Et c'est un plaisir pour nous que de vous accueillir. Vous avez quand même pas mal d'atouts dans votre jeu, c'est-à-dire que vous avez quand même la salle Totem, un bar associatif. Ça permet quand même d'avoir une assise, de pouvoir créer des événements un peu plus facilement, ce genre de choses. Oui, alors on a deux choses, effectivement. La salle du Totem, qui est une salle de spectacle de 280 places quasiment. Et puis à côté, effectivement, ce bar sur lequel on a également une scène où on peut effectuer des choses. Donc c'est des choses justement qu'on est en train de développer. Le Totem, on n'avait pas vraiment arrêté, on a ralenti la programmation pendant la période où on était en redressement forcément, mais aujourd'hui ça redémarre et ça redémarre des conférenciers, très des bien sur plein de choses.
des spectacles comiques, des spectacles d'improvisation, des chanteurs, des groupes. Du cirque. Ouais. Alors c'est vrai que j'en avais noté justement quelques-uns, des festivals, des soirées jeux, des concerts. J'ai envie de dire, comment on arrive à faire le tri? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre, et pour arriver à satisfaire tout le monde, le spectre, il est quand même très très large. Tout le monde a ses petits goûts, les goûts et les couleurs. Comment vous arrivez finalement à décider qu'un événement, il va être fédérateur, ce sera celui-là? Alors on va pas avoir la prétention justement de satisfaire tout le monde, malheureusement. On aimerait bien, hein, mais voilà. Par contre, effectivement, la chose, c'est d'identifier donc par nos réseaux, par le savoir-faire aussi des salariés qu'on peut avoir et également des adhérents qui nous donnent leur avis sur ce qui se passe. On arrive à déterminer ce qui va être intéressant, ce qui va être porteur. Des fois, on se trompe. Mais heureusement, en ce moment, pas beaucoup, donc ça permet... Puis qui plus est, on est aussi en partenariat avec d'autres associations, comme les Amis du Monde Diplomatique, ATTAC, la librairie Jean-Jacques Rousseau, qui nous aident aussi à organiser ces conférences. Par exemple, on a reçu Jean Ziegler, voilà, qui est un personnage un peu connu au niveau international, et puis d'autres associations avec lesquelles on a des partenariats, comme pour Migrants Scène. Par exemple. Alors justement, c'est ma dernière question, il nous reste une toute petite minute, même pas, les prochaines grandes dates, les prochains grands événements. Les prochains grands événements, ça va être la clôture du mois de l'ESS le 27. Ça va être un concert le premier. Solidaire et social, l'ESS. ESS, économie solidaire et sociale. Il était presque. Voilà. On va avoir également dans les spectacles un spectacle d'improvisation le 7 avril avec un professionnel de 7 décembre pardon. 7 décembre, oui. Et également... Et je parlais de Migrants Scène le 4 décembre. Voilà. Bien évidemment, un site internet, j'imagine. Avec toutes les dates, avec toutes les infos sur toutes les activités. Donc vous êtes en manque d'inspiration, vous l'avez compris, hein, n'hésitez pas, c'est sur le site internet de la MJC de Chambéry que ça se passe. Tous les événements, tous les lieux, toutes les dates, tous les billets... Voilà. Et tout le monde est le bienvenu à la MJC. Eh ben, le message est passé. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Je vous laisse repartir à la direction de la régie pour rappeler Victoria Lopez. Je suis là. Welcome back. Merci. Et avec toi, donc, on va faire une petite revue de presse. Et tu as choisi de t'intéresser à nos beaux territoires aujourd'hui. Et à nos stations de ski, puisque tu le sais sûrement, Manu, beaucoup d'entre elles vont ouvrir leurs pistes ce week-end. Nous parlions hier de Val d'Isère. Val Thorens va aussi faire sa grande première ce week-end. Et Tignes ouvre de nouvelles pistes. La station savoyarde avait été la première à lancer la saison le 17 octobre dernier. Et bien ce week-end, en plus des pistes sur le glacier, la piste double M sera également ouverte. Elle permet de rejoindre la station ski au pied. La liaison Tignes-Val d'Isère reste, elle, fermée pour le moment. Et puis on peut noter le bel événement de début de saison, la Yeti Race, donc ce dimanche 25 novembre à 10h sur le front de neige de Tignes-le-Lac. C'est un trail à obstacle de 10 km. Je suis sûr que ça va en intéresser plusieurs. Après avoir fait la com des stations, tu fais la com des archives. Et c'est un sujet que tu connais bien, Manu, puisque tu avais réalisé une série de reportages sur les archives départementales de Savoie. Et bien cette fois, je t'emmène aux archives départementales de Haute-Savoie, puisque le département souhaite donc faire connaître cet univers au grand public. Et pour cela, il a lancé cette année les rendez-vous du mardi. Ce sont des visites en groupe, gratuites, sur réservation, qui s'adressent à tous, que l'on soit passionné ou néophyte. Et elles ont pour objectif d'initier à la recherche au sein des archives. Elles permettent de découvrir ces fonds conservés aux archives. La prochaine visite a lieu mardi prochain, le 27 novembre. Et elle s'attardera sur l'histoire du cadastre de 1922 à 2004. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire récente des parcelles du territoire, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le rendez-vous est pris. Voilà. Et pour information, les archives départementales de Haute-Savoie ont été créées en 1861. C'est un peu plus tard que dans les autres départements, puisque c'était le moment du rattachement de la Savoie à la France. Forcément. Et c'est ce qui explique que beaucoup de nos archives départementales sont en fait en Savoie. Parce qu'avant le rattachement, tout est au château des Ducs. C'est ce que tu nous as expliqué dans tes reportages. J'ai essayé de le faire en tout cas. Et avec toi, Manu, on parle de la terre qui a tremblé. Tout à fait.
C'est vrai, la Terre a donc bougé dans l'Ain ce mercredi soir aux alentours de 18h. Alors vous voyez un épicentre qui se trouvait près de Bourg-en-Bresse, à peu près à 10 km de profondeur. Mais bon, cette info, on a pu la retrouver un peu partout, du Progrès aux 20 minutes, en passant par le Dauphiné, le Figaro, tout le monde en a parlé. Mais moi, ce qui m'a un petit peu fait tiquer avec cette actu, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, mais vraiment tous les médias, parlaient d'un séisme d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter. C'est encore marqué là en bas. Et puis, pourtant, cette fameuse échelle de Richter, alors tout le monde la connaît, tout le monde en a entendu parler, et ne serait-ce que les amateurs de films catastrophes qui la connaissent bien. Pourtant, si je ne m'abuse, il me semble qu'elle n'est plus utilisée depuis pas mal d'années déjà. Les sismologues professionnels lui ont préféré je vais y arriver, j'ai perdu ma ligne, l'échelle de magnitude du mouvement qui est considérée en fait comme bien plus précise. Alors, si par hasard il y a des téléspectateurs qui s'y connaissent un petit peu en tectonique des plaques, concrètement, j'aimerais bien l'explication parce que c'est vrai que partout on a échelle de Richter, elle a été créée en 1935, aujourd'hui elle n'est plus d'actualité, mais partout on la voit. Alors, est-ce les collègues, les confrères qu'on fait des boulettes ou est-ce que c'est moi qui comprends rien? Mais mesdames et messieurs, j'en appelle à votre culture, s'il vous plaît. Venez-moi en aide. On espère que tu trouveras cette réponse. J'espère pour bien dormir. En attendant, on part loin, très loin d'ici. Eh bien oui, parce que de l'Ain à l'Inde, il n'y a qu'un pas que je vais franchir tout de suite. Et savais-tu, est-ce que tu as déjà entendu parler de la tribu des Sentinelles? Alors pas la série sur M6 qui passait à un moment, mais c'est l'une des tribus les plus isolées du monde. Et forcément, pour certaines personnes, quand on leur dit qu'il y a un coin de terre qui est totalement isolé, préservé de la mondialisation, ces personnes, qu'est-ce qu'elles pensent? Bien sûr, je vais y aller pour leur faire changer leur mode de vie en bouleversant leurs croyances millénaires et en leur expliquant que leur Dieu n'existe pas, mais que le mien, oui. Enfin, c'est à peu près à vue de nez, à mon avis, ce qu'a dû penser John Shaw. C'est un aventurier missionnaire américain qui s'est donc rendu totalement illégalement sur cette petite île. Mais forcément, sur place, il a été accueilli par une volée de flèches, tout simplement, qui ont eu raison de lui. Le problème, c'est que l'île, elle est toujours interdite et qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes au gouvernement indien qui ne sait tout simplement pas comment aller chercher la dépouille de ce monsieur sans créer vraiment une guerre de civilisation, justement, entre cette petite tribu nomade de 150 âmes à peu près. Et donc bien des problèmes. Et comme quoi un missionnaire, finalement, il a trouvé Dieu avant ceux qui voulaient christianiser. Moi, je trouve ça pas mal. Ça m'a fait rire. Et comme quoi, il y a toujours des coins isolés sur Terre. Ça existe. Ça existe. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné sur cette petite revue de presse. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puisqu'on est en revue de presse, j'accueille tout de suite Cécile Bouget de Francesco. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Madame la présidente du Club de la Presse. T'aimes pas, Si, non, mais j'en suis très très fière, mais bon, voilà. Avec toi, Cécile, ce soir, et comme chaque mois, via ta chronique initiative, on va s'intéresser à plusieurs petits dossiers, plusieurs petits papiers des confrères, et on va commencer avec quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire la cantine savoyarde. Oui. La cantine savoyarde, donc je les ai rencontrés la semaine dernière lors du campus Passeurs d'avenir qui s'est déroulé à Chambéry, organisé par Agissance. Je pense que tôt ou tard, je vous parlerai d'Agissance. Et donc, je suis tombée sur la cantine savoyarde Solidarité. C'est un restaurant collectif humanitaire, donc une association chambérienne qui accueille des personnes pour leur servir des repas. Ces personnes étant évidemment en grande précarité parce qu'elles ne sont pas en capacité de se faire à manger elles-mêmes. Okay. Soit parce qu'elles n'ont pas de toit, soit parce qu'elles ne sont pas physiquement capables, parce qu'empêchées par une maladie, un handicap, peu importe. Donc l'idée qu'a eue cette association il y a 35 ans, c'est d'aller récupérer auprès des établissements de restauration collective, hôpital, école, des repas déjà préparés, d'aller dans les supermarchés pour récupérer d'autres denrées pour pouvoir les servir dans un restaurant collectif à table. Et donc, un gros travail. Gros travail. Alors il y a une belle équipe en marge du président Thierry Schmitt, avec qui j'ai discuté. Il y a 9 salariés, dont 7 en insertion, donc c'est aussi un chantier d'insertion, des contrats civiques, des personnes qui doivent effectuer des tiges, des travaux d'intérêt généraux, 200 bénévoles. Ces bénévoles se relaient pour aller collecter la nourriture, pour accueillir les personnes. Lors du repas du midi, il y a un accueil, accompagnement pour les personnes qui ont besoin
d'être aidés sur du logement, sur d'autres problématiques. Donc ça se passe le midi. Et puis les bénévoles sont là pour servir, enfin bref, pour être avec les bénéficiaires. 3 repas par jour. Depuis 1 an, ils font le petit déjeuner. Petit déjeuner, dîner gratuit. Le déjeuner est payant, 1,20 €. Et comme me disait Monsieur Schmitt, c'est un peu affolant, mais c'est quand même la réalité. C'est le seul restaurant en France ouvert 365 jours par an en dehors du McDonald's. C'est une sacrée référence. J'aime bien C'est le comparatif. voilà, c'est un drôle de comparatif, mais voilà, il est là. Donc, et puis autour des bénévoles, des salariés, des partenaires, alors institutionnels, des entreprises, des fondations, dont les Petites Pierres, tout un réseau qui se met en place donc pour accueillir ces personnes. Alors nous pouvons les aider soit en devenant adhérents, c'est 20 € la cotisation en 2017. On peut faire des dons. Et puis, on peut acheter ce qu'ils appellent les tickets solidarité. Donc, c'est-à-dire qu'on achète un carnet de 10 tickets qui donne droit à 10 repas du midi. Soit on les donne à des personnes à qui on a envie de donner un coup de pouce, soit on les laisse à l'accueil du restaurant et ils seront voilà. Ils seront distribués. Donc voilà, Cantine Savoyarde Solidarité qui, malheureusement, on va le dire comme ça, fête ses 35 ans cette année, malheureusement parce que... Non pas parce que leur mission n'est pas intéressante, mais parce qu'on en est encore là en France. Oui, je crois que Fanette de Buisson nous a fait quelques petites émissions et reportages. Elle en a fait, ils s'en souviennent et ils sont très très heureux qu'on parle encore d'eux sur 8 Mont Blanc. Oh, mais de toute façon, là où partout passe Fanette, c'est comme ça. Hein. Oui, je crois avoir compris la chose. Allez, un deuxième article est un espace de coworking. Oui, alors rien à voir, si ce n'est peut-être la dimension gastronomique. Le 7e élément, je vous fais grâce de l'appellation en anglais, parce que même si je suis anglophone, c'est un peu compliqué à dire. Donc, le 7e élément, c'est un coworking café à l'heure, sans abonnement. Il y a plein d'espaces de coworking dans les pays de Savoie. En Annecy, on a plusieurs. La particularité de celui-là, c'est qu'on voit, il y a donc un plateau pour pouvoir venir travailler à plusieurs. Il y a des salles de réunion, il y a des bureaux. Et puis, il y a un espace gourmand. Ok, ça, c'est bon ça. Voilà, c'est ça donne envie de bosser des salles comme ça. Et c'est d'autant meilleur que le porteur du projet, Jonathan Hermeline, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, 27 ans, est un ancien second de cuisine. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il est possible de manger. Il doit y avoir un petit peu de level. Voilà. Alors il fait pas tout, hein. Il achète aussi des choses par ailleurs, mais c'est lui qui propose un buffet gourmand, des boissons chaudes et froides à volonté, gratuites, à partir du moment où vous payez à l'heure, à la journée, au mois. Ça, c'est selon vos besoins. C'est compris dans le prix. Il n'y a que le plat du jour qui est facturé en plus. Et donc ça se passe à Annecy, rue de Narvik. Et ça s'appelle le 7e élément parce que Jonathan est un fan absolu du film de Luc Besson, le 5e élément. Et que l'espace se trouve au numéro 7 de la rue de Narvik. Donc voilà pourquoi 7e élément. Tout est trouvé. Donc pour les étudiants, les créateurs d'entreprises, les commerciaux sans bureau, les porteurs de projets, enfin voilà. Pour tout le monde. Pour tous ceux qui le souhaitent. Dernière petite chose, parce qu'on est un petit peu à la bourre, je suis désolé. Allons-y. On accélère et avec Glisse en cœur. Alors 30 secondes, Glisse en cœur. Cette année, c'est du 22 au 24 mars au Grand Bornand, 12e édition. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'ils viennent d'ouvrir les inscriptions. Donc on va aller faire une équipe, puisqu'il faut être 10, il paraît. Soit on fait une équipe, soit on donne un coup de main, soit on donne des sous. Je pense que nous, on est des super bons skieurs, enfin surtout toi. Donc on va peut-être pouvoir aller faire une équipe. Je peux y aller en luge avec mes 2 jambes dans le plâtre. Voilà, moi j'irai en je sais pas quoi. Mais l'important c'est de participer, comme disait quelqu'un. Cette année, c'est au profit de l'Étoile des Neiges et l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Voilà. Ben voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Cécile. Mais de rien. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Partagez. Et ben voilà, hop, on passe à la suite. Merci beaucoup de ta présence. Et tout de suite, nos prochains invités, en la personne de Sarah Girard et Jérôme Tuturi. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. Merci. Et alors, vous deux, vous avez un projet qui n'est pas commun, c'est que bon, vous voulez racheter une ferme, mais pas vous deux, justement, mais que ce soit finalement toute la société, toute la vallée de l'Arve, et même plus loin, soyons fous, qui mettent un peu la main à la pâte pour essayer de garder un petit peu du dynamisme agricole dans le territoire. Expliquez-moi un petit peu d'où il est parti ce projet, comment l'étincelle vous est venue.
Ça, donc il y a une belle histoire. Hein. Ça fait déjà donc plusieurs années que la ferme sur laquelle nous cultivons déjà des légumes depuis 10 ans donc, est à vendre. Et donc on a cherché plusieurs solutions pour essayer collectivement de l'acquérir. Et ça n'a pas été si simple parce que donc il y a une grosse pression foncière et puis donc l'accès à la terre agricole là-bas n'est vraiment pas facile. Et donc on s'est réunis. Nous, paysans, les citoyens, on essaye de mettre un peu tous les acteurs locaux autour de la table pour en effet, se réapproprier collectivement de l'espace agricole. Mais il y a une longue histoire, voilà, il y a plein de choses derrière. Toi, Jérôme, tu es donc... Je suis paysan en place. Donc paysan en place, qui travaille déjà à la ferme depuis quelques temps. Voilà, depuis 10 ans. Donc, on s'est réunis avec Pascal, donc l'autre maraîcher en place. Et donc, on produit à peu près 20-25 tonnes de légumes par an, qu'on vend en AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, et un petit peu à la restauration scolaire. Et quelques restaurateurs, épiceries, magasins de producteurs. Bon, alors si vous arrivez finalement à assouvir un petit peu tout ce projet, à le mener à bien, cette ferme, elle va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, il n'y a que 2 employés. À terme, il y en aura 5, si j'ai bien compris, dont Sarah, qui, pourquoi pas, s'installerait, si j'ai bien compris. Toi, tu voudrais devenir paysanne. Eh ben donc, j'ai travaillé cette année avec Pascal et Jérôme, puisque comme disait Jérôme, ça fait 4 ans que la ferme est en vente. Et si on arrive à obtenir l'ensemble de la somme, on sera 3 déjà à s'installer. Il y a Vincent qui fait déjà du miel, mais qui développera encore plus son miel, et qui fera une miellerie collective. Léo qui fera du légume et de la conserverie de légumes. Et puis, moi, j'arriverai sur les légumes et puis tout le côté animation, événements sur la ferme et camping à la ferme. Mais pour y arriver, comme disait Jérôme, c'est cette mobilisation citoyenne et locale qui est importante et qui a fait que l'association s'est créée. On fait un grand rassemblement sur la ferme ce samedi 24 novembre, justement, pour essayer de faire une chaîne humaine autour de la ferme et de créer un symbole fort sur le territoire. Elle fait qu'un hectare, hein, parce que si elle faisait 2 hectares. Elle fait 2 déjà maintenant. Je pensais que c'était après le projet que... Non. Actuellement, on cultive sur 1 hectare, dont 5000 m² qui sont sur la ferme. Et donc, il y a un potentiel d'1,5 hectare, on va dire, de mise en culture, avec un projet sur une plus grande offre de légumes, par rapport à la demande qui est quand même grandissante dans la vallée, et puis le manque à gagner à ce niveau-là. Il y a vraiment très peu de producteurs et de maraîchers dans la vallée. Donc très peu d'autonomie au niveau alimentaire, et donc plus de légumes, un verger conservatoire avec donc des variétés anciennes. On essaye de faire un gros travail sur les vergers, déjà depuis quelques années, avec pas mal d'acteurs aussi du coin. Et donc après la diversité dont ça vient parler de Sarah, c'est-à-dire l'accueil, encore un lieu plus ouvert, parce que c'est déjà bien ouvert, mais on ne veut pas s'arrêter, et donc la transformation, la mise en valeur un peu plus de nos produits aussi, par un atelier de conserverie. Alors, pas mal de projets. Pour ça, vous avez besoin tout simplement de réunir la somme nécessaire pour acheter cette ferme. Vous avez créé une plateforme, vous l'avez mis le projet sur une plateforme de crowdfunding. Aujourd'hui, je regardais, il y a à peu près 8500, 8600 euros qui ont été collectés, 128 personnes qui ont mis des sous. Concrètement, on est encore un peu loin de l'objectif. Alors, oui, on est un peu loin si on regarde sur Zest. Ensuite, on a aussi beaucoup de personnes qui nous font des dons en direct à l'association. Donc, on est aujourd'hui à 125 000 euros de collectés de la part des citoyens et des associations locales aussi qui nous soutiennent, comme Nature et Progrès, par exemple. Donc on a un tiers du budget déjà collecté, donc c'est une belle avancée pour nous. Et puis on espère justement qu'après ce rassemblement du 24 novembre sur la ferme, les collectivités, les entreprises privées du territoire soient encore plus interpellées par rapport au projet et nous soutiennent financièrement. Oui. Au-delà de la fibre et du petit geste, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est essayer de finalement fédérer toute la population, les acteurs économiques, les particuliers, etc. On s'aperçoit que dans cette vallée, il n'y a vraiment pas le choix en plus, parce que donc, nous, on est des petits producteurs, on a des petites structures, on n'est pas en mesure de porter nous-mêmes financièrement ou quoi que ce soit de l'acquisition de terrain, et puis on n'a pas envie de développer ce modèle-là au niveau agricole. On prône pour des petites fermes, on prône du travail paysan, on prône des gens qui gagnent le fruit de leur travail, en fait, et non pas des subventions ou autres. Donc bref, on est sur un modèle agricole à développer, qui intéresse vraiment les consommateurs, qui intéresse aussi des entreprises qui, ils ont un rayonnement, mais ils veulent aussi équilibrer leur balance, ils veulent
participer au bien-être de cette vallée, quoi. On en parle beaucoup en mal. Nous, on veut dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent en bien. Il y a plein de gens qui disent oui aussi à ce genre d'initiative. On le sent bien. Il y a des contributeurs qu'on voit sur Zest, il y a ceux d'à côté. On espère vraiment que les élus qui nous soutiennent déjà beaucoup dans les mots, dans les textes, les acteurs privés aussi, tout le monde. Bon, il faut encore maintenant, faut voir dans les faits. Il faut voilà. un pas en plus, un effort en plus. C'est ça. Merci tous les deux. En tout cas, le message est passé. Samedi 24, c'est donc à Domancy, à la ferme de l'Épigny, la fameuse ferme en question. C'est ça, une petite fête paysanne. Voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire ce samedi, direction Domancy, à la ferme de l'Épigny. Ils ont vraiment besoin de vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents dans cette émission. Je vous laisse repartir direction de la régie pour la 3e fois accueillir Victoria Lopez, le grand retour. Et oui, tu vois, je me lève même pour ton retour. Et avec toi, dans quelques minutes, c'est le journal télévisé et les titres qui vont être développés. Et hop, la Cité des métiers. On parle effectivement d'abord de la Cité des métiers qui se tient à Genève jusqu'au 25 novembre à Palexpo. Près de 200 exposants sont réunis pour parler des métiers, des filières, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Après, les journalistes de 8 Mont-Blanc sont allés mouiller le maillot. C'est Juliette Vincent-Seigné qui a testé pour nous, le karting de Viry, près de Saint-Julien en Genevois. C'est le plus grand kart intérieur de France. C'est dans quelques minutes, reportage complet, c'est au journal télévisé. On se retrouve juste derrière une page de pub.